tous, merci de nous suivre sur DTV. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce jour. Procès en appel de Khalifa Sall, le verdict du juge Damba Kandji, très attendu ce mercredi pour la coalition Taxawu Dakar. Le président de la Cour d'appel ne peut que se conformer à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. La formation politique met en garde l'État du Sénégal. Karim Wade est bel et bien éligible après sa condamnation par la CREI. Révélation faite par l'ancien assesseur de cette juridiction spéciale, le juge Amadou Dia. Le libéral Cheikh Sadibou Fall parle de désaveu cinglant de l'administration. Démarrage ce mardi du baccalauréat général 2018 sur l'étendue du territoire national. Des candidats jugent les épreuves d'anglais et d'arabe à leur portée. La directrice de l'enseignement moyen secondaire général s'est dit satisfaite de l'organisation des examens. Tariq Ramadan en détention malgré son état de santé. Une pilule difficile à avaler pour le collectif Free Tariq Ramadan. Ses membres parlent d'un complot contre le théologien. Ils affirment qu'il est incapable de tels agissements. La libération pure et simple de Khalifa Sall et de ses co-accusés est la seule et unique solution qui vaille pour le verdict très attendu du procès en appel du maire de Dakar. Révélation faite par la coalition Taxawu Dakar. L'organisation alerte sur toute autre décision contraire au droit et soutient prendre l'État du Sénégal pour seul responsable de toutes conséquences qui en découleraient. La coalition Taxawu Dakar a fait face à la presse cet après-midi. Elhaj Moussabé a assisté à la rencontre. Il n'y a pas d'autre issue possible que de libérer le maire de Dakar et ses co-détenus lors du verdict qui sera prononcé ce mercredi. Peste la coalition Taxawu Dakar. Le verdict de la Cour de la justice de la CEDEAO est incontournable, martèle l'organisation politique. Il appartient dorénavant à la Cour d'appel de Dakar de tirer toutes les conséquences de cette décision au plan du droit. La conséquence principale étant l'annulation de la procédure du début à la fin. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a qu'une seule et unique solution, la libération totale de Khalifa Sall et de ses co-détenus. La coalition alerte cependant sur toute autre décision contraire au droit et menace. L'État porterait l'entière responsabilité de toutes les conséquences qui découleraient d'une telle décision. Maintenant, il va être très difficile aujourd'hui de dire quelles vont être ces conséquences. Vous verrez vous-même et vous apprécierez. Le verdict du procès en appel du maire de la capitale sera rendu dans moins de 24 heures. Les partisans de Khalifa Sall s'organisent pour une mobilisation en pompe et espèrent qu'il sera tiré d'affaire dans ce procès qui tient en haleine le landerneau politique. Le directeur de cabinet du président de la République affirme que la Cour de la CEDEAO n'est ni une juridiction d'appel, ni une juridiction de cassation pour le Sénégal. Maître Oumar Youm estime que l'arrêt rendu ne peut impacter sur les poursuites ou la libération de Khalifa Sall. Selon lui, si tel était le cas, la Cour de justice de la CEDEAO aurait dû demander la libération immédiate du maire de Dakar. Il est interrogé par Mamad Diop. La justice de la CEDEAO n'est pas une juridiction d'appel, n'est pas une juridiction de cassation pour le Sénégal. C'est une juridiction qui a rendu une décision qui a un caractère déclaratoire. Nous pensons effectivement que cette décision ne peut pas impacter sur la poursuite des procédures qui ont été engagées, mais ne peut pas impacter aussi sur la liberté de Khalifa Sall. Je pense que la Cour avait les moyens, si elle pensait que les poursuites devaient être arrêtées, de le dire. Dans beaucoup de cas, la Cour a eu à se prononcer dans ce sens. La Cour avait les moyens, si tel était le cas, de demander la libération, d'ordonner la libération immédiate de Khalifa Sall. Ce qu'elle a eu à faire dans d'autres dossiers similaires, c'est qu'elle s'est abstenue de faire. La raison, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune disposition de la Cour. Au contraire, ils avaient demandé la libération immédiate. Ils avaient demandé l'arrêt des poursuites engagées contre Khalifa Sall. La Cour les a déboutés purement et simplement. Donc c'est la réalité qu'il faut retenir de cette décision de la Cour qui n'impose aucune forme de mesure aux juridictions du Sénégal qui sont des juridictions souveraines, une souveraineté judiciaire et une souveraineté territoriale, et rendre la décision au nom du peuple sénégalais. Seules les juridictions du Sénégal rendent des décisions de justice au nom et pour le compte du peuple.
Autre point phare de l'actualité politique, Karim Wade est bel et bien éligible après sa condamnation par la CREI. Affirmation de l'ancien assesseur de cette juridiction d'exception, le juge Amadou Dia. Cheikh Sadibou Fall du PDS soutient que cette sortie est un désaveu cinglant à l'endroit de l'administration qui a rejeté l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. L'ancien ministre de l'Intérieur estime que l'administration n'a pas la prérogative de radier un citoyen de ces listes. Les éclairages de Côte d'Aïe. Après le juge Amidou Dem, un autre magistrat se fait entendre. L'ancien assesseur de la CREI désavoue l'administration sur le rejet de l'inscription de Karim Wade, une sortie jugée courageuse par cet ancien ministre de l'Intérieur, par ailleurs responsable du Parti démocratique sénégalais. Il a tranché le débat. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est de la supputation ou des exégèses comme le font certains ministres de la République qui ne se connaissent en rien, ou le ministre de la Justice qui a tenté de faire croire, matraquer la tête des Sénégalais pour leur faire croire que cette candidature et cette inscription n'étaient pas possibles. Aujourd'hui, ils viennent d'être désavoués par le magistrat lui-même qui a pris la décision de la condamnation de Karim Wade, qui admet que malgré cela, il peut être inscrit sur les listes électorales et participer au jour électoral. Le responsable libéral est formel. Selon lui, aucune administration ne peut procéder au rejet de l'inscription de Karim Wade. L'administration, dès le départ, s'est fourvoyée parce que quand Karim Wade s'est présenté au bureau d'inscription, à la commission d'inscription, la commission d'inscription a accepté, quand il a produit tous les documents qui lui étaient demandés, a accepté son inscription et lui a dérivé un récépissé. À partir de ce moment-là, aucun pouvoir, qu'il soit ministériel ou administratif, n'avait plus le droit de le rayer de la liste électorale. Pour Cheikh Sadibou Fall, cette déclaration d'un ancien assesseur de la CREI clôt le débat sur la recevabilité de la candidature de l'ancien ministre d'État Karim Wade. L'attitude aujourd'hui du juge Dia est une attitude patriotique, est une attitude qui honore la magistrature sénégalaise, et je crois que ça vient clôturer le débat sur la candidature et l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Après sa démission fracassante de la CREI, le juge Yaya Amadou Dia revient au devant de la scène pour prendre cette fois-ci le contre-pied de l'administration sénégalaise. Intéressons-nous à présent à l'alternance générationnelle dans les partis. Quelle place doivent occuper les jeunes? Une question qui mérite d'être posée après avoir constaté le ralliement de certains leaders à l'image de Modou Diagne Fada de LDR Yessal. Les jeunes sont-ils impliqués dans les prises de décision au niveau des formations politiques ou ne font-ils que suivre leurs mentors? De jeunes politiques affirment qu'il n'en est rien. D'autres pensent que le terme alternance générationnelle a été dépouillé de tout son sens. Un travail d'Elhadj Moussabe. Les leaders s'allient, les jeunes suivent le constat général en cette approche de la présidentielle. Ils sont peu de jeunes à oser tenir tête pour maintenir le flambeau dans les formations politiques. Les raisons sont multiples, dénoncent jeunes militants de la société civile. Il faut aujourd'hui refuser que des décisions personnelles et des décisions unilatérales soient prises sans pour autant que les jeunes ne soient consultés. Ça c'est, voyez-vous, dramatique par rapport à la formation et à la suivi des partis politiques. Et il y a un autre aspect également qui est visible. Les partis n'ont plus d'idéologie, ils n'ont plus de courant de pensée, ils n'ont plus d'école. Notre objectif c'est tout simplement créer une petite portion de la société afin de pouvoir constituer un moyen de pression par rapport au pouvoir et pour pouvoir également gagner des retombées par rapport au partage des privilèges. Aux yeux du chargé de la communication du parti LDR Yessal, l'alternance générationnelle est un terme galvaudé. Il croit plutôt à une alternance transgénérationnelle. Il ne s'agit pas de dire aux anciens « ôtez-vous qu'on s'y mette », mais il s'agit de rester dans le moule, justement, de cette transformation, non pas générationnelle, mais transgénérationnelle, donc qui concerne tous les hommes et tous les âges, pour que chacun puisse jouer le rôle déterminant qu'il doit être joué, dans un temps déterminé, et prendre sa retraite pour laisser aux autres le soin de pouvoir continuer. Sur le cas Diagne Fada, Babacar vient éclairer la lanterne et parle d'alliance électoraliste. Aujourd'hui, l'alliance électorale vers laquelle on va, qu'elle soit avec le président Macky Sall ou avec qui que ce soit d'autre, est un processus qui a été mûri, qui est encadré par les jeunes, où les jeunes ont eu à, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, donc leur mot à dire, ils ont eu à prendre des positions, et aujourd'hui, de façon globale et en toute responsabilité, ils sont dans cette mouvance-là.
Le financement des organisations politiques également consiste dans le lot, un facteur dominant qui contraint à l'engagement des jeunes dans les formations politiques. Il faut que les jeunes cotisent ou bien participent au financement des activités du parti. Et maintenant, il me semble que cette question est extrêmement pertinente parce que même si vous jetez un coup d'œil par rapport à l'origine des financements de certains partis politiques, vous constaterez, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas de l'argent qui est vraiment licite. Parfois c'est de l'argent détourné, parfois c'est de l'argent qui vient même du pouvoir, parfois même c'est de l'argent qui vient par exemple de l'extérieur. Chez nous à LDR-ISL, nous essayons quand même de contourner ça tant bien que mal. Chez nous, la jeunesse est responsable. Je l'ai dit tantôt, le président Modou Diagne Fada quand même est encore jeune. Sa façon de faire, c'est qu'aujourd'hui, impliquer les jeunes, c'est bâtir ce que nous appelons le ISL chez nous, qui n'est pas vide de sens, mais qui est d'inculquer aux jeunes et à tout le monde l'esprit de participation. Qu'on ait 1000 francs, qu'on ait 2000 francs, à chaque activité du parti, la personne, l'adhérent, qu'il soit jeune ou vieux, a, n'est-ce pas, donc le devoir et est appelé à participer. À 7 mois de la présidentielle, d'autres ralliements sont ainsi attendus. Restons dans le cas Modou Diagne Fada qui a rallié le camp de la mouvance présidentielle. Les membres de Benno Bokk Yakaar de Darou Mousty l'accueillent à bras ouverts et indiquent que le leader de LDR-ISL sera d'une grande aide pour le chef de l'État. À Kébémer surtout, il compte travailler main dans la main pour une réélection de Macky Sall dès le premier tour, nous dit Mohamed Diong. Le leader des démocrates réformateurs LDR-ISL, Modou Diagne Fada, désormais libre de travailler au sein de la coalition présidentielle à Darou Mousty. Ses camarades de localité lui déroulent le tapis rouge. Nous lui accueillons à bras ouverts et nous lui demandons aussi d'être les bienvenus au sein de la famille présidentielle. La venue de Fada dans les rangs du Benno Bokk Yakaar aura un apport conséquent. Quoi, ses désormais camarades de la mouvance. Qu'il s'agit surtout d'amener au moins ou bien d'essayer d'élargir les bases. Il serait bon en tout cas de prendre en charge toutes les sollicitations. Cependant, ces derniers ont fustigé leur non-implication dans la rencontre entre la coalition et Modou Diagne Fada. Nous regrettons le fait qu'une délégation venant du secrétariat exécutif national du parti, l'APR, d'aller voir le président Modou Diagne Fada et LDR-ISL sans pour autant avertir les responsables ou un seul responsable au niveau de Darou Mousty. Parce que, quoi qu'on puisse dire aussi, les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de Darou Mousty, surtout de l'Alliance pour la République, ont beaucoup fait et ont mérité aussi d'être présents et d'être aussi mis au parfum. Maintenant, alliés avec leurs camarades, les membres de Benno Bokk Yakaar de Darou Mousty comptent se pencher dans la vulgarisation des actions du chef de l'État. Nous changeons de registre. Le baccalauréat général a démarré ce mardi sur tout le territoire national. Au menu de cette première journée, pour certains candidats, les épreuves d'anglais et d'arabe. Ils sont optimistes pour la suite. Plusieurs candidats interpellés soutiennent que les premières épreuves de la journée ont été abordables. Ils espèrent que ce sera la même chose pour le reste. Voyons cela avec Ndeye Fatimlo. 10h30 au lycée Blaise Diagne, les premiers élèves commencent à sortir des salles de classe. Ils viennent de terminer les premières épreuves du baccalauréat. Ils faisaient anglais ou arabe, des épreuves jugées abordables. Non, je ne dirais pas difficile. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne nous a pas donné quelque chose qu'on n'a pas vu en classe. Donc nous espérons. Je viens de faire mon LV1, c'est arabe. C'était pas du tout diable, parce que ce sont les mêmes cours qu'on a fait en classe. Oui, c'était abordable. Les épreuves d'anglais, c'était abordable. L'histo-géo est à l'honneur dans l'après-midi, une matière qui stresse plus d'un de par la longueur des leçons. Ainsi, dès la sortie des salles de classe, les élèves revisent une dernière fois leurs cours. Vu la difficulté des leçons, les dates en histoire, autre chose, moi je pense que c'est la matière la plus difficile. J'étais allée de voir les calculs, les formules et tout ça. Si la peur et le stress se lient sur le visage de certains candidats, d'autres par contre sont très confiants. Toutefois, ils espèrent que les autres épreuves seront aussi abordables, surtout avec les nombreuses grèves enregistrées durant l'année scolaire. Un peu de concentration et vous serez très bien. Nous espérons que ça sera facile vu l'année avec les grèves et autres là. Je pense qu'on va un peu alléger les choses. Un peu ça, c'est évident. Pour les prochaines épreuves,
On a bien débuté, franchement. Donc nous souhaitons que les autres aussi soient comme aujourd'hui. Plus de 150 000 candidats font le bac sur l'ensemble du territoire national. En attendant les délibérations, les élèves, entre stress et optimisme, se penchent sur les différentes épreuves dans l'espoir de décrocher leur ticket vers l'enseignement supérieur. Nous ne quittons pas le lycée Blaise Diagne. Un dispositif assez conséquent a été mis en place pour le bon déroulement des épreuves. Ce centre d'examen dispose de 3 jurys pour un total de 1123 candidats. Le chef du centre confie que la surveillance des salles et la sécurité ont été renforcées. Elodie Guillot était sur place. Baccalauréat 2018. Au lycée Blaise Diagne de Dakar, les candidats étaient nombreux. Le lycée Blaise Diagne abrite 3 jurys. Les jurys 1205, 1206 et 1207 pour un total de 1124 candidats. Tout a été mis en place pour assurer une sécurité maximale et effacer le scandale de l'année passée. Donc, nous avons pris toutes les dispositions pour mettre les jurys dans des conditions acceptables, suffisamment de surveillants. Nous avons mis 3 surveillants par salle. J'ai appelé le commissaire hier. Ils ont mis 8 agents à notre disposition. Et sur la question épineuse des téléphones portables, la philo déjà, ils avaient l'information. Ce n'était qu'un rappel. On a fait un rappel. Ils savent déjà ce qui les attendait. Demain, les élèves passeront les épreuves de français et de mathématiques. Si pour le moment, toutes les épreuves se déroulent bien, la vigilance reste le maître mot. La directrice de l'enseignement moyen secondaire général a effectué une visite ce mardi dans des centres témoins. Fatima Ba Diallo se dit satisfaite de l'organisation des examens. Elle précise que des mesures fermes ont été prises pour un bon déroulement des épreuves avec le soutien de la ville de Dakar et le ministère de l'enseignement supérieur. Voici la directrice de l'enseignement moyen secondaire général. Les centres qui ont été visités sont des centres dits témoins parce qu'ils sont représentatifs du niveau ou de la typologie des centres d'examen, des établissements du Sénégal. Je disais que nous sommes entrés par le plus grand centre de l'Académie de Dakar, qui est l'université Amadou Hampâté Bâ, qui compte plus de 2000 candidats. Et les conditions d'examen sont vraiment idoines, elles sont bonnes. Nous avons échangé avec le chef de centre et ça se passe très bien. C'est la même chose au centre Martin Luther King, où également le chef de centre nous a assuré que toutes les conditions sont réunies pour que le bac se déroule correctement. C'est la même chose pour le centre Lamine Gueye. Les conditions sécuritaires sont assurées à la fois par le ministère de l'Intérieur et la ville de Dakar. Les questions logistiques également sont bien arrangées, bien réglées. On a un dispositif huilé parce que les chefs de centre, tout comme les responsables au niveau des différents centres, sont des personnes très rodées dans l'organisation du baccalauréat. Par conséquent, cela augure d'une bonne organisation. Diary Sow du lycée scientifique d'excellence de Diourbel est le meilleur élève du concours général de cette année avec une moyenne de 59,75 sur 80. 114 distinctions ont été remises aux lauréats pour cette édition contre 148 en 2017. Mais il faut souligner que le nombre d'accessites a diminué par rapport à l'année dernière. À rappeler également que les filles se sont encore une fois de plus distinguées. C'était en présence d'Ibrahim Fall. Distinguer les meilleurs élèves des lycées publics comme privés en sacerdoce des autorités éducatives. Malgré des réformes du concours général apportées pour cette édition, des élèves brillants se sont à nouveau illustrés avec ces distinctions. Malgré la suppression des 3e, 4e, 5e, 6e et 7e accessites et l'introduction d'un 3e prix, 114 distinctions ont été décernées cette année, contre 148 en 2017. Pour les classes de première, toutes les distinctions en sciences de la vie et de la terre, pris comme accessites, sauf un accessite, reviennent aux élèves du lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Après ces résultats, le nom du meilleur élève de ce concours général est dévoilé. Il s'agit de mademoiselle Diary Sow, élève de la classe de première S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Cet élève a obtenu le premier prix de citoyenneté et droits de l'homme avec une note de 16 sur 20, le deuxième prix de sciences de la vie et de la terre avec une note de 15 sur 20
le deuxième accessible de sciences physiques avec une note de 16 sur 20 et le deuxième accessible de mathématiques avec une note de 12,75 sur 20. Les 114 se répartissent en 61 pour les filles et 53 pour les garçons. On a 75 distinctions pour les établissements publics et 39 pour les établissements privés. Le 2 août, date retenue pour la cérémonie de remise des prix. Seuls les bénéficiaires du premier, deuxième et troisième prix vont monter sur le podium pour recevoir leurs récompenses, les accessibles, après la cérémonie officielle. Paralysie du secteur de la santé, Andegesem observe à compter de ce mardi 3 jours de grève. Ses membres seront dans la rue le 19 juillet prochain à Pékin pour se faire entendre. Balodetiam et ses camarades comptent boycotter certains programmes sanitaires. Ils dénoncent le non-respect des accords par le gouvernement. Des citoyens inquiets demandent aux autorités étatiques de régler cette situation au plus vite. Les détails, Yamakoli. À ouvrir des négociations sur le régime indemnitaire, c'est du moins l'avis du coordonnateur de Andegesem. Une grève de 112 heures est prévue à partir de ce mardi 17 jusqu'au jeudi 19 juillet. La question du régime indemnitaire, on tarde encore à ouvrir des négociations sur le régime indemnitaire. Décret portant statut du personnel des collectivités territoriales, il y a 9 décrets qui ont été stabilisés. Il y a un décret qui concerne les nouveaux corps à créer dans la fonction publique, tout comme aussi un autre décret qui majore de 20% l'indemnité pour travaux d'heures supplémentaires, l'heure de nuit. Une marche à caractère régional est prévue ce vendredi à Pékin. Ce syndicat compte aussi boycotter certains programmes sanitaires. De marche nationale à Pékin. Au-delà de cela, nous avons le boycott, disons, des programmes. Donc, nous avons choisi 3 programmes. Le programme national de lutte contre la tuberculose, le programme national de lutte contre le palud et la planification familiale, pour ne pas dire la santé de la reproduction. Ces citoyens, inquiets de ces grèves, appellent à plus de considération des différentes parties prenantes. Je trouve cela anormal. Le gouvernement et ce syndicat doivent se concerter pour trouver des solutions. Il faut qu'on leur paye leur droit. Ces agents de santé sont là à veiller sur la santé de la population. Le fait qu'ils aillent en grève, je trouve cela anormal. Les gens sont malades et ils doivent aller se soigner. Andegesem est à son 10e plan d'action. Jusqu'à présent, il n'a pas eu gain de cause. Ainsi, il compte poursuivre le combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications. L'insécurité maritime inquiète les acteurs et autorités de la pêche. 45 cas d'accidents ont été enregistrés au premier semestre. Les secours n'ont pas été une mince affaire à cause des difficultés liées à la localisation. Pour changer la donne, le gouvernement expérimente les appareils de géolocalisation maritime. 47 kits ont été offerts à des pêcheurs artisans, mais la demande est loin d'être satisfaite. Le point avec Mohamed Diallo. Voilà, donc vous êtes juste à côté, on vous voit là. Une conversation téléphonique entre le ministre de la Pêche et un capitaine de pirogue en plein océan. C'est la phase test des appareils de géolocalisation. D'alerter les structures de secours et d'intervention quand ils se trouveront dans une situation critique, voire dangereuse. Le temps d'intervention et de recherche en sera réduit, offrant ainsi aux naufragés de plus grandes chances de survie. Au premier semestre, 45 cas d'accidents en mer ont été notés, un problème de sécurité réel qui nécessite des mesures. Parce qu'une fois qu'il y a une disparition, eh bien on cherche en mer, on utilise des moyens, on prend des avions, on prend des vedettes, on prend des patrouilleurs, on ne sait pas où se trouvent les gens, on cherche. Quelquefois on trouve, quelquefois on ne trouve pas. Mais avec ce système, on ne cherche plus. On sait exactement là où se trouve le pêcheur, avec son équipage, avec les coordonnées précises, on va directement les secourir. 47 kits offerts à des pêcheurs artisans. La demande est loin d'être satisfaite par rapport aux 20 000 pirogues répertoriées. Et notre volonté, la volonté du gouvernement, c'est que chaque pirogue artisanale puisse disposer d'un kit de géolocalisation. Nous allons y travailler de manière très intense pour trouver une solution à cette forte demande. La pêche contribue au PIB à hauteur de 3,2%, une activité menacée aujourd'hui par le dérèglement climatique, la raréfaction des produits halieutiques et l'insécurité maritime.
C'est d'ailleurs tout le sens des appareils de géolocalisation. Et nous reparlons de la pénurie d'eau à Dakar. Les Parcelles Assainies ont trouvé des solutions palliatives. 14 points d'eau ont été installés dans la localité afin de soulager les habitants. Ces derniers peuvent s'approvisionner gratuitement en attendant le retour à la normale. Mansour Sow y était lundi dans la soirée. Des points d'eau dont les artères des Parcelles Assainies, une des 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar, les plus touchées par la pénurie d'eau. L'initiative vise à soulager les populations durement éprouvées par cette situation. Il y a eu des dispositions qui ont été prises récemment donc avec la direction générale de la SDE pour quand même mettre en place des points d'eau, c'est-à-dire des robinets que vous avez vus d'ailleurs. Donc il y aura 14 points d'eau, donc 14 robinets qu'on va mettre en place allant de Dior jusqu'au terminus, donc qui vont permettre à cette population donc de s'approvisionner en eau gratuitement et 24 heures sur 24. En ces temps qui courent, trouver le liquide précieux est devenu un véritable casse-tête pour les Dakarois. Aux Parcelles Assainies, des initiatives locales et conjoncturelles sont ainsi mises en œuvre en attendant le retour à la normale. Ça fait même pas une semaine, on a trouvé donc cette solution pour que, au niveau donc de Dior jusqu'au terminus, qu'il y ait 14 points d'eau qui vont permettre à cette population de se ravitailler gratuitement et 24 heures sur 24. Et je pense que ça c'est à saluer. Maintenant, ça reste le problème de KMS. Les gars sont là-dessus, ils sont en train de travailler et je pense que dans sous peu de temps, le problème sera réglé. Devant les complaintes souvent récurrentes des populations, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait annoncé l'année dernière la construction de 2 forages aux Parcelles Assainies. Aujourd'hui, les populations ne semblent pas encore voir le bout du tunnel. La direction du commerce extérieur enclenche des négociations pour la libération de 5 secteurs, dont le tourisme, le transport et la communication, entre autres. L'objectif de ces concertations est de permettre aux entreprises locales de faire face à la concurrence qui contribue à l'intégration du Sénégal dans la zone de libre-échange continentale africaine et qui recommande la suppression des droits dans les secteurs concernés. Vous avez certainement écouté les propos de la directrice du commerce extérieur dans nos précédentes éditions. Le théologien Tariq Ramadan, dans les liens de la détention en attendant son procès, il est atteint de sclérose en plaques, ce qui suscite la colère de ses souteneurs à travers le collectif Free Tariq Ramadan. Ses membres dénoncent un complot dont le théologien serait victime. Selon eux, il est incapable de tels agissements. Ils accusent surtout la justice française de céder à la pression de lobby. Erwan Lebihan nous en dit plus. Sous le coup de multiples plaintes pour viol, Tariq Ramadan a reçu le soutien du collectif Free Tariq Ramadan, pour qui la mise en détention du prédicateur, ainsi que les conditions de son incarcération, constituent une atteinte à ses droits. Mais quand on a peur de quelqu'un, ça je le répète, on essaye de diminuer la personne au plus bas pour pouvoir l'écraser, pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Acharnement de l'Occident, cabale, complot, les soutiens du théologien n'ont pas de mots pour qualifier la décision des autorités judiciaires françaises et ont placé M. Ramadan en détention provisoire en attente de son jugement, compte tenu de la gravité des faits.